Bonsoir, je m'appelle Anne Bouillon, je suis avocate et je suis très heureuse et un peu intimidée d'être là ce soir. Je vous confirme immédiatement ce que vous pressentez déjà. La partie de cette soirée qui m'incombe ne sera pas la plus drôle. Il est du reste assez rare, compte tenu de ma fonction et de mon expérience, qu'il me soit demandé d'intervenir sur des sujets drôles et légers, malheureusement. Pour moi, ce soir, eu égard au thème choisi, tous les espoirs étaient permis et je crois que j'aurais eu des choses à vous dire. J'aurais eu des choses à vous dire à n'en pas douter parce que le droit n'est pas étranger à l'amour, aux formes d'union, aux formes de désunion, aux règles sur le sexe, de son bon usage et de ses interdits, à l'évolution présente et à venir de la procréation, à la définition mouvante et réjouissante de ce qui fait famille. J'aurais eu des choses drôles et légères à vous dire. Tout cela eût été possible si Éric Varin n'avait pas cru bon de m'assigner au côté obscur du thème de ce soir. Je m'y colle bien volontiers et il m'incombe à moi de vous entretenir de la face cachée, masquée, déviante, dégénérée de l'amour que sont les violences conjugales. Alors, vous pourriez immédiatement m'opposer, à juste titre, que amour et violence sont deux notions antinomiques. Telle l'huile dans l'eau, elles ne peuvent pas se mélanger. Que là où il y a violence, il n'y a pas d'amour. Que l'amour se construit nécessairement et par définition à l'abri de la violence. Je vous dirais que vous avez raison, que l'amour doit se tenir éloigné de toute domination, de toute emprise, de tout contrôle, de toute coercition, de toute atteinte, qu'elle soit physique ou psychique non consentie, et nous reviendrons sur cette notion de consentement. Que l'amour, qu'il soit filial, fraternel, sorore, conjugal, est une exception, la seule peut-être à la violence générale, une île enchantée, arrachée aux eaux froides de la violence et de l'intérêt, pour reprendre la belle formule de Pierre Bourdieu. Je vous le confirme, vous avez raison, en théorie. Ma pratique professionnelle, mais aussi ma pratique assidue de l'existence depuis bientôt 50 ans, m'auront conduite à considérer les choses de façon plus nuancée, moins principielle. La réalité, Victoire l'a dit tout à l'heure, c'est que la conjugalité hétérosexuelle, c'est un espace de reproduction à l'échelle du couple, du système patriarcal qui structure notre société tout entière. Que l'amour en est parfois le cheval de Troie de la domination, et que l'amour est agité alors comme un leurre, comme un piège à mouches qui se refermerait inexorablement sur les deux membres du couple pour que s'exerce l'emprise. L'emprise dont on parle beaucoup est cette domination travestie en amour. C'est un mode opératoire qui en revêt les atours extérieurs pour que puissent tranquillement s'exercer violence et domination. Sur la scène de la conjugalité amoureuse entre les hommes et les femmes, peut se jouer en coulisses, en réalité, une toute autre pièce, celle des mécaniques de la reproduction et de la perpétuation du patriarcat. Le couple, assurément, ne serait donc pas cet îlot paradisiaque. Il serait à inscrire au rang des structures sociales, tout comme l'État, tout comme les administrations, tout comme la justice, trop souvent, tout comme les églises, tout comme la grammaire, point d'interrogation, garante du maintien d'un ordre social établi, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Autrement dit, je crois profondément que la violence conjugale est une conséquence du patriarcat. Les hommes la produisent avec une intensité variable. Les femmes la subissent avec une soumission tout aussi variable parce que
Nous en avons tous et toutes fait l'expérience. Nous évoluons dans un système patriarcal et que c'est profondément inscrit au plus profond d'entre nous. Je crois également que la violence n'est pas une conséquence, elle n'est pas qu'un symptôme, elle est une condition nécessaire à la perpétuation historique et systémique du patriarcat. La violence conjugale, et l'image est facile, je vous l'accorde, est le bras armé du patriarcat. Sans elle, le système s'effondre. Alors, au sein du couple, la violence est évidemment protéiforme. Elle peut se nicher là où parfois nous l'attendons le moins. Elle est parfois évidente. Un nez cassé, une dent pétée, un œil au beurre noir, c'est la violence dans son expression traditionnelle. Elle est parfois plus subtile. Insultes, humiliations, dénigrement. Elle est de plus en plus innovante. Revenge porn, logiciel espion, tracker. Elle est économique et à ce moment-là, elle revêt la forme d'un contrôle des dépenses, d'une captation des ressources où on le voit dans les dossiers de signature de crédit et d'emprunt sans le consentement de l'autre conjoint. Elle peut être administrative et pensons aux femmes d'origine étrangère qui se voient privées de renouvellement de titre de séjour, de retenue de pièces d'identité. Elle peut être professionnelle lorsque tout est fait pour que l'autonomie économique ne soit jamais acquise. Elle s'exerce sur et par les enfants. Et je crois qu'on ne dira jamais assez que les violences conjugales sont des violences familiales. Bref, les moyens ne manquent pas pour que le rapport de force et de domination continue de s'exercer toujours dans le même sens. Peut-être vous donner, et sans faire de cours de droit, une définition, celle posée par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle me semble assez juste. La Cour dit que les violences au sein du couple recouvrent tout exercice abusif de pouvoir par lequel un individu en position de force recherche à contrôler une autre personne en utilisant des moyens de différents ordres afin de la maintenir dans un état d'infériorité ou de l'obliger à adopter des comportements conformes à ses désirs, à lui. Alors ce soir, j'ai choisi de vous entretenir dans le court laps de temps qui m'est imparti de deux formes qui me semblent particulièrement abouties de violence dans le couple et qui, à mon sens, en représentent l'illustration parfaite de la captation et de la repossession du corps des femmes que sont le viol et le féminicide. Je vous avais prévenu que ma partie ne serait pas la plus drôle et légère de la soirée. Mon choix se porte sur ces deux formes de violence parce qu'elles sont comparables, parce qu'elles constituent à elles seules un véritable phénomène de société. On vient d'avoir les chiffres à l'instant. Et parce qu'elles portent en elles un signifiant profond et commun, qui est de dire aux femmes que leur corps ne leur appartient jamais tout à fait. Et que parfois, dans ce qui relève d'un réflexe grégaire, de réappropriation, le conjoint violent reprend ce qu'il pense n'aurait jamais dû cesser de lui appartenir. Le viol d'abord. Le viol, c'est 94 000 tentatives de viol ou viol par an en France. 94 000. Ça fait 2 fois que je le dis. Avez-vous observé, et c'est avez-vous observé comment nous faisons toute l'expérience du viol ? Comment nous avons toutes subi ou failli subir un viol. Et si ce n'est pas nous, comment c'est une amie, une parente, une collègue qui en aura fait l'expérience. Personnellement, je me souviens de 2 épisodes précis où je pense que c'est pas passé très loin.
Si nous n'avons pas subi ou si nous ne connaissons pas une personne qui a subi le viol, alors nous en avons peur, pour nous-mêmes ou pour nos filles. Et nous paramétrons nos existences, l'intégralité de nos existences, en fonction de ce risque. Nos tenues, nos heures de sortie, même notre comportement social. Le viol est l'expérience la plus collective qui soit pour les femmes, écrit Virginie Despentes dans King Kong Theory. Et notre environnement social normalise et parfois justifie la violence sexuelle. C'est ce que l'on appelle et que nous dénonçons comme la culture du viol. Je voudrais vous raconter comment, il y a quelques jours, à la barre de la cour d'assises de Loire-Atlantique, je défendais une jeune femme qui avait subi un viol alors qu'elle rentrait chez elle après sa journée de travail, au cœur de la nuit. Et comment est-ce qu'un expert est venu déposer devant cette cour d'assises et a qualifié le comportement de ma cliente comme imprudent. Je vous laisse imaginer le sentiment de cette jeune femme à laquelle l'institution judiciaire, finalement, imputait aussi une part de responsabilité dans ce qui lui était arrivé. C'est ça la culture du viol. Et c'est ça qui est insupportable. Cependant, la majorité des viols ne se produisent pas dans la rue au petit matin. Ça, c'est une image d'Épinal. La majorité des viols se produisent dans le couple, dans le secret des alcôves. Et le cheval de Troie amoureux, la notion de chef de famille, qui a disparu de notre code civil en 1970, est là pour contraindre les femmes et rendre légitimes les hommes dans la satisfaction parfois forcée de leurs désirs. Le sacro-saint devoir conjugal, s'il n'est pas un viol, en est assurément interro-fertile. Vous vous rappelez que le code civil napoléonien, et Napoléon n'est critiquable pas seulement parce qu'il a rétabli l'esclavage, le code civil napoléonien en 1804, sous la plume zélée de son plus illustre rédacteur qui s'appelait Jean-Étienne-Marie Portalis, codifie le fameux article 213. Ce fameux article 213 qui légifère et qui pose ce marché de dupes qui veut que le mari soit débiteur d'une obligation de sécurité vis-à-vis de sa femme, là où elle lui est redevable de l'obéissance. Obéissance, bien sûr, qui prospère jusque sous l'édredon, ça va sans dire. Mais savez-vous que ce devoir d'obéissance est inscrit dans notre arsenal législatif jusqu'en 1938 ? Savez-vous que le devoir conjugal n'a pas tout à fait disparu de notre arsenal juridique. Et que si juridiquement le devoir conjugal s'impose aux deux époux, tant à l'homme qu'à la femme, dans les faits, la femme en est plus souvent débitrice que créancière. Vous avez peut-être entendu parler de cette récente décision de la Cour d'appel de Versailles, de cette scandaleuse décision de la Cour d'appel de Versailles qui a condamné une femme dans le cadre d'un divorce au tort exclusif parce qu'elle s'était soustraite au devoir conjugal. Au sein du couple, l'idée qu'il puisse avoir un viol au sein du couple est une idée qui a mis longtemps à germer. L'excellente historienne du droit des femmes, Muriel Salles, bien connue des fameuses, pourrait sans doute en parler mieux que moi. Mais vous dire que sur le plan pénal, dans l'Ancien Régime, le viol n'est réprimé que si la femme a été forcée, et il faut entendre forcée comme frappée, et que si la preuve des coups est rapportée. Et que la gravité de l'acte est alors définie non pas par la souffrance de la femme, mais par le statut social du mari. Ce n'est qu'à compter de la Révolution française et de l'émergence de l'inaliénabilité du corps humain que va émerger une définition fondée sur la contrainte physique, mais également morale. Le viol n'est érigé en crime qu'en 1980.
Jusqu'à cette date, c'était un délit. Et la bascule, la codification de cette infraction d'un délit à un crime, on le doit à Gisèle Halimi, au fameux procès d'Aix-en-Provence, où elle défendait 2 jeunes femmes victimes de viol, et elle a commencé à développer cette idée qui fait toujours florès, qui est que l'unique auteur du viol, l'unique responsable du viol, c'est le violeur. Le chômage et la misère font le voleur, disait Gisèle Halimi. La vie normale fait le violeur. Je m'accorde une petite parenthèse pour dire peut-être un truc drôle et léger. Je pense que les pouvoirs publics sont extrêmement réticents à faire rentrer Gisèle Halimi au Panthéon, parce que je pense qu'ils ont extrêmement peur qu'elle y foute une sacrée avoinée à tous ces phallocrates qui y sont endormis, et à Jean-Étienne Marie Portalis en particulier, qui y roupille tranquillement. Parce que j'ai beau réfléchir, je ne vois pas d'autre explication possible. Le viol conjugal, lui, le viol conjugal, donc dans un couple marié, n'est reconnu qu'en 1990. La présomption de consentement au sein du couple n'est supprimée qu'en 2010. Et savez-vous qu'il n'existe toujours aucune notion de consentement dans la définition actuelle du viol ? Le viol, en droit français, c'est tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Autrement dit, en dehors de ces 4 cas précisément définis, spécifiquement définis, il n'y a pas de viol. Le principe, c'est le principe du consentement permanent à l'acte sexuel. L'exception, c'est le viol. Ainsi, tout acte sexuel est réputé consenti, sauf si violence, contrainte, menace ou surprise. Notre définition du viol est archaïque. Elle n'est toujours pas en conformité avec nos engagements internationaux, et je pense à la Convention d'Istanbul. Et je pense qu'il serait vraiment temps d'y introduire aussi du consentement. De nombreuses autrices, dans la foulée des livres de Vanessa Springora et Camille Kouchner, qu'elles soient juristes comme Catherine Lemaguerès ou psychanalystes comme Clotilde Léguil, viennent interroger la notion de consentement. Et elles portent haut cet aphorisme qui veut que céder n'est pas consentir. Céder n'est pas consentir, même vis-à-vis de son conjoint. Dans les rapports de couple, le viol, c'est une arme. C'est une arme qui permet de rappeler à celle qui pourrait l'oublier qui est le chef. Et c'est également pour le violeur le moyen de se réapproprier, de reprendre au sens propre du terme le corps de celle qui lui échappe. Récemment encore, je défendais une jeune femme, Stéphanie, qui avait subi de la part de son ex-conjoint un viol après la séparation, à l'occasion de la remise de leur enfant commun. L'enfant attendait dans la voiture et elle rentre dans la cuisine et il la viole. Et il la viole parce qu'il est persuadé qu'elle a un amant, il est persuadé qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et il aura cette phrase absolument glaçante devant la cour d'assises de dire « Elle m'avait trahi, il fallait qu'elle paye ». Cela pour justifier le viol rétributif, le viol réparateur, de sa cause bafouée à lui. Sur les féminicides ensuite, toujours pas drôle. Les féminicides, le terme de féminicide est un terme récent. C'est un terme récent, en tout cas dans notre usage commun en France. Et ça ne revêt
dans notre arsenal juridique aucune réalité. Il y a de grands débats sur la question de savoir si on doit codifier et introduire le terme de féminicide dans notre arsenal législatif. C'est une vraie question. L'actualité nous rappelle à l'ordre. Les femmes sont tuées, tout le temps, par ceux-là même qu'elles ont aimés, qu'elles aiment encore et qui les ont peut-être aimées aussi. Elles meurent en masse, 146 femmes en 2019, 90 en 2020, 51 femmes au 11 juin 2021. Il y a maintenant des traits saillants. On est presque en situation de pouvoir profiler le féminicide. On sait quand ça va survenir. On connaît les indicateurs. On sait quand ça brille au rouge. Quand? Dans l'immense majorité, lorsque l'auteur du crime a le sentiment d'être délaissé, d'être dépossédé, d'être abandonné. Ça peut être une rupture, ça peut être la survenance d'un amant imaginaire ou réel, ça peut même être une grossesse et la venue d'un enfant. Le féminicide, c'est la forme la plus aboutie de l'emprise. Le corps de la femme, qui ne cesse d'être un objet politique, est repris jusqu'à l'anéantir, quitte pour l'auteur à mourir aussi ensuite. Et ce qui est frappant, c'est que c'est toujours travesti sous les traits de l'amour. Mon amour, je ne te tue pas, je t'emmène avec moi, a écrit le mari de Céline Michaud le 25 avril 2018 avant de la tuer à Aurillac et de se suicider ensuite. Il l'aime, elle le trompe, il la tue. Titre Le Parisien, le 9 juin 2007 à propos d'un féminicide. Plus récent encore, il l'aimait, il la perdait, il l'a tuée. Titre France Bleu Pyrénées, le 19 avril 2017. Sauf que, moi, ce que je crois, c'est que ça ne prend plus. Je crois que ça ne prend plus. Je crois qu'on n'y croit plus. En tout cas, de moins en moins. Que cette idée du dépit amoureux, qui conduirait les hommes presque à leur corps défendant à tuer leurs femmes, ne passe plus. Ce qui, jusqu'il y a peu encore, pouvait passer pour un crime passionnel, Victoire en a parlé tout à l'heure, avec une atténuation de responsabilité, n'a plus du tout le vent en poupe, ni dans les cours d'assises, ni dans notre code pénal, ni, je l'espère, dans l'opinion publique. L'assassin de Julie Douib vient de se voir condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de peine de sûreté, la peine maximale prévue par notre droit. Plus prosaïquement et avec mon expérience des prétoires, je pense que aujourd'hui, l'avocat qui se hasarderait à citer Othello tuant Desdémone pense à tes péchés. Ils sont l'amour que je vous porte, répond Desdémone. Oui, et pour cela tu meurs. Cet avocat-là, ou celui qui citerait cet idiot de Don José qui met Carmen à mort, dépité d'avoir été évincé, eh bien cet avocat, ce confrère, rencontrerait, à mon humble avis, un accueil plutôt glacial dans une cour d'assises, faisant prendre un sérieux risque à son client. Mais là encore, on revient de loin. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'article 324 du Code pénal de 1810. Je fais une petite fixette sur Napoléon. L'article 324 du Code pénal de 1810 qui disposait « Le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable. » Et cette atténuation de responsabilité, elle a prospéré jusqu'en 1975. J'étais née. La tendance s'est ensuite inversée et le fait que le crime de viol ou de féminicide soit commis par un conjoint ou par un ex-conjoint, cette notion d'ex-conjoint ayant été peu à peu élargie par la jurisprudence d'abord et par le droit ensuite, jusqu'à considérer que même en l'absence de vie commune,
la notion d'ex-conjoint pouvait être qualifiée. Eh bien, le fait que le viol soit aujourd'hui, ou le féminicide commis par un conjoint ou un ex-conjoint, devient une circonstance aggravante et l'échelle des peines encourues augmente. Et c'est possible parce que les luttes féministes n'ont rien lâché, sans relâche. Elles ont rappelé que le privé est politique, et grâce à cela, je crois qu'aujourd'hui, enfin, ces meurtres semblent débarrassés de leurs oripeaux amoureux pour apparaître pour ce qu'ils sont vraiment, des crimes de la dépossession. Oui, enfin, ne nous réjouissons pas trop vite parce que les femmes continuent de mourir en France. Elles continuent de mourir en France, mais ce qui est nouveau, c'est que le silence a laissé la place à l'indignation. C'est que ces femmes, sans visage, aujourd'hui portent un nom, un prénom, qu'elles ont une histoire, une identité, que nous les comptons, que des politiques pénales sont parfois trop timides, mais que des politiques pénales sont mises en œuvre pour assurer un véritable statut protecteur aux victimes de violences conjugales, que du travail reste à faire, mais qu'un examen des consciences, un examen des pratiques, un examen des dysfonctionnements institutionnels, parfois responsables, est à l'œuvre. Des mouvements de libération de la parole inédits font que les femmes se sentent désormais davantage plus légitimes, plus autorisées à pousser les lourdes portes des commissariats, des palais de justice ou des cabinets d'avocats. L'enjeu pour la justice est un enjeu de taille. L'enjeu pour la justice, c'est précisément de ne pas renvoyer ces femmes au silence de leur souffrance, c'est de ne pas leur infliger une violence institutionnelle en supplément à celle déjà vécue. Et là aussi, les choses avancent. S'agissant des féminicides, je crois que nous sommes très nombreuses. En fait, nous sommes toutes et tous à dire que ça doit cesser, qu'il faut que ça s'arrête, que c'est insupportable, que savoir que des femmes sont brûlées vives et mises à mort sur nos trottoirs, c'est insupportable, c'est inacceptable, que ces femmes sont les mères de leurs enfants, qu'elles sont les filles de leurs parents et qu'elles sont, je le crois, moi aussi, nos sœurs à tous et à toutes. Alors, en guise de conclusion à ce propos pas très drôle, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Que les plus de 40 ans qui comprennent le clin d'œil. Les violences conjugales ne sont pas une fatalité. Moi, je me souviens avec émotion, juste un instant pour vous raconter la réaction d'un homme qui était jugé à Cahors, dans le Lot, pour avoir tué la mère de ses 3 enfants. Paysan du Lot, sec comme un abricot, comme un chêne, rocailleux, chapeau sur la tête, veste de velours côtelé et le regard perçant. Rien ne semblait pouvoir, pendant ces 4 jours d'audience, le faire vaciller. Il avait tué la mère de ses enfants et il se sentait légitime à le faire. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme, pendant des années, avait tenu un journal intime. Qu'elle y consignait toutes les violences qu'elle subissait au quotidien, mais qu'elle y consignait aussi tout l'amour qu'elle lui portait. Il n'avait jamais entendu, ni lu, ce journal intime jusqu'à cette audience devant la cour d'assises, et c'était saisissant. C'était saisissant parce que c'était un peu comme si, d'outre-tombe, elle venait lui dire un certain nombre de choses. Elle était malheureuse, elle a fini par le quitter, il ne l'a pas supporté, il l'a tué, 3 tirs de fusil de chasse dans la tête. Mais au moment où il a entendu la voix de sa femme, à la fin du procès, j'ai vu cet homme sec et rocailleux s'effondrer. Littéralement s'effondrer.
Et il a dit quelque chose qui, moi, m'a marqué pour toujours. Il a dit qu'il n'avait pas su faire autrement. Il disait que, finalement, personne, dans l'éducation traditionnelle et paysanne qu'il avait reçue, ne lui avait appris à faire autrement. Que cette posture de domination était la seule qu'il connaissait. Et que lorsqu'elle avait été challengée par le départ de son épouse, elle avait entraîné cet effondrement mortifère. Ce n'est pas le seul à dire ça. La semaine dernière, au tribunal correctionnel de Nantes, un homme était jugé pour avoir pendant 4 ans battu comme plâtre ma cliente. 4 ans. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il avait agi ainsi, eh bien, il a répondu qu'il l'avait fait parce qu'il n'avait pas de mots pour dire ce qu'il ressentait. Alors je crois que les choses sont complexes, que la domination masculine, que l'injonction à un devoir-être, c'est aussi un piège pour les hommes en général et les hommes amoureux en particulier. Je crois qu'elle les enferme dans un modèle et qu'elle les assigne à la violence. Et je crois qu'elle leur fait croire que puissance doit nécessairement résonner avec violence. Je crois enfin que nous pouvons collectivement apprendre à aimer autrement. Nous pouvons déconstruire ces modèles que nous subissons. La violence conjugale, la domination masculine, le patriarcat, ce sont des objets culturelles, des constructions humaines, pensées et entretenues comme telles. De telle sorte que ce qui a été appris peut être désappris. C'est souhaitable. Et c'est, je le crois, possible. Je pense, moi, que nous y parviendrons. Alors, ce jour-là, c'est promis, je reviendrai vous dire des choses drôles et légères.